je crois que tu es malheureuse de ne pas pouvoir voir ton fils. Mais si tu as encore de l'amour dans ton cœur, dis-nous où se trouvent les restes de ma fille. Où est ma fille? Donne-nous ce dénouement, je t'en supplie de mère à mère. Jolene Cummings, mère de 3 enfants, travaillait dans un salon de beauté en Floride, aux États-Unis, lorsqu'une nouvelle employée nommée Jennifer a été embauchée. Pendant les jours de travail, Jolene a trouvé le comportement de sa collègue étrange, mais elle n'imaginait pas de quoi cette femme serait capable. En mai 2018, un dimanche qui était non seulement la fête des mères mais aussi son anniversaire, Jolene a disparu. Et ce qui avait commencé comme une disparition s'est transformé en l'une des affaires les plus choquantes de Floride. Une meurtrière cruelle, avec plus de 15 fausses identités, qui n'a jamais avoué le crime et qui a tout fait pour entraver l'enquête, ainsi que le procès lui-même. Un samedi, le 12 mai 2018, dans le comté de Nassau, en Floride, aux États-Unis, vers 17h05. Jolene Cummings, âgée de 34 ans, mère de 3 enfants, a été vue pour la dernière fois au salon de beauté Tangles, où elle travaillait depuis environ 10 ans. Elle était coiffeuse, avait toujours de nouveaux clients parce qu'elle faisait sa promotion en ligne, et le bouche à oreille ainsi que les recommandations contribuaient aussi à augmenter cette liste, sans parler du nombre de clients. Des clients fidèles qui la suivaient depuis des années. La disparition de Jolene a commencé à inquiéter sa famille et ses amis, après qu'elle ne soit pas allée chercher ses enfants chez son ex-mari, le lendemain, comme elle l'avait prévu. Détail important, ce lendemain, le 13 mai, en plus d'être la fête des mères, c'était aussi son anniversaire. Jolene a toujours été considérée comme une excellente mère, ses enfants étaient à son trésor. Elle se préoccupait d'eux, elle parlait d'eux à tout le monde, donc c'était un jour très spécial auquel cette mère ne renoncerait certainement pas. Sa mère, Ann Johnson, ne croyait pas que quelque chose de grave soit arrivé. Elle pensait qu'en réalité, Jolene n'était pas allée chercher les enfants simplement parce qu'elle avait dormi tard, étant fatiguée par le travail, puisque le samedi était le jour le plus chargé au salon. Cependant, pendant tout le dimanche, elle est restée à eau. Lorsqu'ils ont vérifié si elle était chez elle, ils n'ont trouvé personne. Le téléphone est resté éteint toute la journée. Ainsi, le lundi matin, le 14, Anne s'est rendue au commissariat pour signaler la disparition de sa fille. L'affaire a été confiée au détective Wayne Harrington et, comme d'habitude, ils ont commencé à enquêter sur les personnes les plus proches de la victime. Jolene traversait une procédure de divorce et une bataille pour la garde des enfants. Par conséquent, son ex-mari était déjà le premier à susciter des soupçons. Mais dès qu'il a appris la disparition, il s'est montré coopératif et s'est rendu volontairement au commissariat pour témoigner. Il a permis qu'on fouille son téléphone, qu'on effectue des recherches dans sa voiture. Il a expliqué ce qu'il avait fait pendant tout le week-end et, après vérification, tout concordait. Il avait un alibi et ne semblait pas être impliqué dans la disparition. Jolene sortait déjà avec un garçon, un certain Jason G., qui est devenu la deuxième personne d'intérêt pour la police, étant donné qu'il avait des antécédents de violences domestiques et d'abus de drogue. Et la police avait également dans le système un incident enregistré quelques jours plus tôt, lors d'un épisode où il s'était disputé avec Jolene chez elle. Jason a été localisé le 15 mai et emmené au commissariat pour être interrogé. Sa déposition se passait bien. Il était calme, mais il semblait un peu effrayé. Il n'avait aucune marque de défense sur le corps, seulement quelques égratignures au poignet qu'il a affirmé avoir été causées par son chien. Jason a dit que la dernière fois qu'il avait vu Jolene, c'était quelques jours auparavant. Il n'a pas pu détailler ce qu'il faisait la nuit de sa disparition, et il a également affirmé avoir perdu son téléphone portable. Avec toutes ces informations, la conversation est devenue un peu plus animée. Si tu pouvais être assis à notre place en écoutant ton témoignage, tu verrais que ton histoire n'a aucun sens. Et je t'ai déjà dit, ces caméras sont réelles, donc j'ai besoin d'un avocat pour m'aider. Ce que tu dois faire, c'est avouer ce que tu lui as fait. Je n'ai rien fait. Alors, où est ton téléphone ? C'est ta chance de prouver ton innocence, et tu es là, à agir comme un idiot. Vous êtes arrogant avec moi.
J'ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec ça. J'espère que tu t'en souviendras dans 6 mois quand tu seras en train de mentir au tribunal. Je ne mens pas. Bien sûr, si l'on prend en compte plusieurs cas que j'ai déjà présentés ici sur la chaîne, les chances que le partenaire soit responsable du crime sont élevées. Mais si l'on prend aussi en compte des cas comme Daniel Vilgas, qui a été emprisonné innocemment pendant presque 2 décennies, et le cas compliqué de l'enlèvement de Denise Hoskins, nous comprenons pourquoi il existe le principe juridique. Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors, cet interrogatoire de Jason nous fait justement réfléchir à cela, certaines situations d'abus policiers et d'aveux forcés. Il n'y avait encore aucune preuve de crime, ni la moindre trace du corps de Jolene. Malgré cela, il a été envoyé en prison parce qu'il avait violé certaines conditions de sa liberté conditionnelle, liées à l'affaire pour laquelle il était poursuivi concernant la possession de drogue. Il a eu une audience préliminaire pour la libération sous caution, mais comme il était maintenant impliqué dans 2 affaires différentes, puisqu'ils l'ont inclus comme suspect dans la disparition de Jolene, la caution a été refusée. Il n'a été innocenté de ce soupçon que lorsque la police a publié le modèle de sa voiture, une Ford Expedition beige de 2006 ainsi que la plaque d'immatriculation, dans le but d'obtenir des indices sur sa localisation. Et ainsi, le lendemain, le 16 mai, un homme a appelé en disant qu'il avait vu le véhicule garé devant l'un des magasins Home Depot. Les enquêteurs ont consulté les caméras de sécurité de l'endroit. Sur la vidéo, on voit la voiture être garée 3 jours plus tôt et une personne entièrement vêtue de noir en sortir. Ils ont continué à suivre les mouvements du suspect sur les images et il a été possible de voir cette personne, qu'ils ont compris être une femme, entrer dans une supérette. Elle a acheté une bouteille d'eau, a demandé à utiliser le téléphone pour appeler un taxi et est partie. À ce moment-là, toute la situation n'a plus été considérée comme une disparition, car il y avait quelque chose de très étrange. En apportant ces images au salon où Jolene travaillait, ses collègues l'ont facilement identifiée. Il s'agissait de Jennifer Cyber, qui travaillait là depuis environ 1 mois seulement. Et avec cela, de nouvelles informations suspectes ont fait surface. Jolene et Jennifer étaient responsables de fermer le salon précisément la veille de la fête des mères. Et pour couronner le tout, le lundi 14, Jennifer a soudainement démissionné. La police a obtenu l'adresse qu'elle avait fournie lors de son inscription au salon, mais cette adresse n'existait même pas. Les seules informations qu'ils avaient sur elle concernaient la voiture. Et, avec cela, au début du petit matin du 17, Jennifer a été retrouvée dans un comté voisin, où elle dormait dans la voiture sur une aire de repos pour routier. En fait, sa voiture était sa maison. Elle a été arrêtée pour vol de la voiture de Jolene, dans laquelle, au moment de l'interpellation, elle a affirmé n'être jamais même montée. Au commissariat, on a déjà remarqué une différence chez elle. Jennifer, qui avait les cheveux noirs sur les images des caméras de surveillance, avait maintenant fait des mèches et sa couleur était beaucoup plus claire. Elle était moqueuse, elle riait de toute la situation, par exemple, quand le policier a demandé si les menottes lui faisaient mal, elle a dit qu'elles étaient parfaites et qu'il pouvait serrer plus fort s'il le voulait. Pendant les photos pour l'enregistrement au commissariat, il est évident de voir à quel point elle s'amusait de tout. Par exemple en rentrant le ventre pour paraître plus mince sur la photo. Elle avait une coupure au visage et des blessures à la main qui, selon elle, étaient dues à des égratignures sur des branches lorsqu'elle était tombée en faisant du vélo. Maintenant, le 18, lors de l'interrogatoire mené par le détective en charge de l'affaire, Wayne, juste après la première question, Jennifer n'a même pas essayé de cacher qu'en réalité, elle n'était pas celle qu'elle prétendait être. Par quel nom veux-tu qu'on t'appelle? Parce que je parlais avec le détective et il a dit qu'on t'appelait par le mauvais nom. Quand vous vérifierez, Mes empreintes digitales, ce sera sous le nom de Kimberly Lee Kessler. Je suis née le 9 mai 1968. J'ai 50 ans et je vis sous ce pseudonyme depuis 1999. Nous sommes en 2018, donc ça fait presque 20 ans. Donc voilà. Appelez-moi Kim, s'il vous plaît.
Kimberly Kessler est née le 9 mai 1968 à Butler, en Pennsylvanie. À l'adolescence, elle a quitté le lycée après s'être procuré une fausse identité pour quitter l'État et travailler comme danseuse topless. Elle a utilisé environ 17 identités dans 35 villes différentes, réparties dans plus de 10 États des États-Unis. Elle trouvait des noms dans des cimetières, sur des tombes, dans les nécrologies et sur des sites dédiés aux victimes de crimes. D'ailleurs, Jennifer Mary Cyber, le pseudonyme qu'elle utilisait au moment de cette affaire, est le nom d'une jeune fille décédée en juin 1987 dans un accident de voiture à l'âge de 13 ans et qui avait justement été enterrée dans sa ville natale, Butler. Cependant, selon ses propres dires, elle changeait constamment de nom pour échapper à un petit ami violent, un braqueur avec qui elle est allée rester jusqu'à l'âge de 36 ans en 2004 en Arizona. Est-ce qu'il y a eu un accident entre toi et Jolene? Je pense que Jolene est morte et que tu sais où elle se trouve. Nous devons dire à ces enfants que leur mère est partie, mais j'ai besoin de savoir où elle est pour au moins leur donner une réponse appropriée. Personnellement, je travaille sur cette affaire environ 16 à 18 heures par jour pour trouver la réponse. Je vais y arriver. Mais tu peux m'aider à le faire. Non, je ne peux pas. Je n'ai rien à voir avec tout ça, d'accord? Je vais te répondre ainsi, mais tu n'aimeras peut-être pas. Je veux un avocat. Juste après avoir fait valoir son droit à un avocat, Kimberly n'a plus répondu à aucune question. Le salon de beauté a été examiné et, même si l'endroit était très bien nettoyé, c'est grâce à l'utilisation du luminol que des preuves ont été révélées. L'endroit était rempli de taches de sang nettoyées à l'aide d'une serpillière et il a alors été considéré comme une scène de crime. Les enquêteurs ont réussi à collecter du matériel génétique, l'ont envoyé à l'expertise et les analyses ADN ont confirmé qu'il appartenait à Jolene. Ils ont également trouvé du sang de la victime sur les chaussettes, les bottes et les ciseaux de travail de Kimberly. La nouvelle vidéo de surveillance montrant Kimberly a été découverte. Sur cette vidéo, on la voit jeter un sac poubelle dans la benne située derrière le salon, puis plus tard dans la même journée, jeter une poubelle bleue dans les broussailles à côté de cette benne. Cette poubelle bleue a été retrouvée et a révélé la présence de sang de Jolene, en plus d'un morceau de son ongle qui a également été découvert. La police a cherché à contacter l'entreprise responsable de vider cette benne, ce qui les a conduits à une décharge en Géorgie. C'était déjà le mois de juillet, il faisait très chaud car c'était l'été américain et pas mal de temps s'était écoulé depuis sa disparition. Cette tâche allait être difficile parce que dans la décharge, tous les déchets se mélangent lorsque les tracteurs passent pour tout regrouper, mais malgré cela, ils ont cherché. Après de longues recherches, ils ont trouvé quelques os et, après les avoir envoyés pour analyse, il a été constaté qu'il s'agissait tous d'os d'animaux. Au final, ils n'ont rien trouvé qui puisse mener à une piste concernant Jolene. La procureure de l'État, Melissa Nelson, lors d'une conférence de presse, a évoqué la possibilité d'une accusation d'homicide, même sans le corps de la victime. Car selon les lois de la Floride, cela serait possible et ce ne serait pas le premier cas. Et le pire, c'est que ce qui a été trouvé sur le téléphone portable de Kimberly renforçait encore plus l'idée qu'un meurtre avait eu lieu. Elle avait effectué des centaines de recherches très suspectes sur Internet depuis que la disparition de Jolene avait été confirmée. Parmi ces recherches, il y avait « collègue de travail disparu, collègue de travail soupçonné de meurtre, meurtrière en Floride, pas de corps, pas de crime, et bien d'autres encore. » Les enquêteurs ont essayé de contacter des personnes qui avaient déjà connu ou côtoyé Kimberly à un moment de leur vie afin de dresser un meilleur profil d'elle. Un camarade de classe du lycée, dont le frère était sorti avec elle, a dit se souvenir qu'elle avait déclaré vouloir se venger de lui lorsqu'ils avaient rompu. Et, au moment des retrouvailles, elle a attendu qu'il s'endorme pour le frapper au visage avec une batte de baseball. Un autre de ses ex-petits amis a dit qu'elle avait un chat, mais qu'au moment d'un déménagement, elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas l'emmener avec elle, alors elle a tiré sur l'animal avec un fusil de chasse.
Un autre homme au Texas qu'il avait rencontré sur Internet a dit que lorsqu'il est allé la voir pour la première fois, elle lui a déjà proposé de l'épouser. Un médecin du Minnesota qui possédait un appartement qu'elle louait a indiqué que son mode de vie était bizarre et que Kimberly semblait être une personne paranoïaque et souffrant de délire. Plusieurs personnes ont dit qu'elle était violente, folle, et rien qu'avec ses témoignages, on peut voir qu'elle n'était pas quelqu'un de bien. Donc, cette histoire selon laquelle elle changeait toujours d'identité à cause d'un petit ami violent semblait en réalité être une tentative de fuir tout et tout le monde, après toutes les folies qu'elle commettait dans les villes du pays. La police a obtenu des images d'un Walmart situé à Frena Beach qui montre Kimberly achetant un bidon d'ammoniac, des gants en caoutchouc, des colliers de serrage en plastique, des sacs poubelles et un couteau électrique. Ils savaient qu'ils pouvaient chercher ces images parce qu'ils avaient trouvé dans ses affaires un reçu de ses achats. Le couteau électrique qui figurait sur cette liste a rapidement attiré l'attention parce que c'était un couteau très puissant. Grâce à une expertise, il a été possible de constater qu'il était capable de couper des parties du corps humain en raison de la force et de la vitesse de friction de la scie. Même sans le corps, la police pensait avoir suffisamment de preuves pour douter de l'innocence de Kimberly. Ainsi, le 17 septembre 2018, 4 mois après la disparition, elle a été officiellement inculpée de meurtre avec préméditation au premier degré. Bien qu'elle soit sur le point de passer le reste de sa vie en prison, Kimberly semblait s'en moquer complètement. Lors d'un appel depuis la prison à sa mère, elle montrait à quel point elle se sentait bien, qu'elle vivait l'une des meilleures périodes de sa vie. C'est assez drôle. Ils me mettent à l'isolement en pensant que c'est une punition. C'est le paradis ici, ma fille. J'adore ça. Je ne sais rien de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec ça. Ils essaient juste de me faire passer pour la méchante devant le juge, en me gardant ici tout ce temps. Ils n'ont rien contre moi, ce ne sont que leurs mensonges. Pendant qu'elle était détenue en attendant son audience, Kimberly a fait une grève de la faim de 2 mois, et on peut voir sur les photos qu'elle a vraiment beaucoup maigri. Elle est descendue à environ 40 kilos et avait besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Lorsqu'on lui a posé des questions à ce sujet, elle a dit qu'elle faisait la grève de la faim parce qu'elle avait peur d'être empoisonnée par les gardiens de la prison. Pendant ces 2 mois de grève, elle se comportait de manière erratique, insultant les gardiens, par exemple en leur lançant la nourriture qu'elle recevait, les ordures de sa cellule, y compris ses propres excréments. Lors de l'un de ses accès de perte de contrôle, il a fallu utiliser du spray au poivre pour la maîtriser. Le procès a eu lieu 3 ans plus tard, en 2021, et rappelons-le, il s'agissait du procès pour un crime de meurtre sans corps, contredisant l'une des recherches qu'elle avait elle-même faites sur son téléphone. Pas de corps, pas de crime. Le procès a été chaotique. En réalité, Kimberly a essayé d'y semer le chaos. Chaque fois qu'elle entrait dans la salle d'audience, elle criait des choses insensées. Elle ne coopérait avec personne, même pas avec ses propres avocats, puisqu'elle a affirmé à plusieurs reprises que l'avocat commis d'office qui avait été désigné pour la défendre était le cousin de Jolene, ce qui s'est avéré être un mensonge. Le ministère public a utilisé tout ce qu'il avait, comme les images des caméras de surveillance, les photos de l'expertise dans le salon, les preuves des recherches en ligne effectuées sur son téléphone portable. Le défenseur n'a pas contesté les faits de base, mais il a voulu dire que la seule chose qu'ils avaient contre sa cliente était le fait qu'il y avait eu une bagarre physique dans le salon, mais qu'il ne pouvait pas dire qui avait commencé la bagarre, comment cela s'était passé et comment exactement tout s'était terminé. En ce qui concerne les recherches sur Internet qui ont été présentées comme preuve, il a dit que tout le monde fait des recherches étranges sur Internet, surtout si elles sont sorties de leur contexte. En ce qui concerne ce qu'elle aurait jeté dans la benne à ordures ce week-end-là, le défenseur s'est contenté de dire « des ordures ». Il a également souligné que, selon les lois de la Floride, pour qu'un meurtre sans corps soit jugé au premier degré, il faut prouver la préméditation, ce qui, selon lui, n'existait pas. Mais le ministère public avait une théorie. Le mobile serait la colère.
La propriétaire du salon, Vicky Simmons, a lu au tribunal un SMS que Jolene lui avait envoyé à propos de Kimberly, qui à l'époque était encore connue sous le nom de Jennifer. Elle raconte sans cesse des bêtises à tous. J'essaie de l'éviter, mais elle a été très négative. Il y a quelque chose d'étrange chez elle et je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. La gérante du salon a également été entendue et a dit avoir vu Jolene dire à Kimberly qu'elle était fausse, qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle voulait qu'elle parte. Le ministère public a présenté la théorie suivante. Jolene et Kimberly se sont disputés à l'intérieur du salon. Jolene a été attaquée avec des ciseaux, tuée. Alors Kimberly est allée au Walmart pour acheter ses produits de nettoyage, y compris le couteau électrique. Elle est retournée au salon pour démembrer Jolene, nettoyer les lieux et jeter le tout dans la benne à ordures. Après la délibération du jury, Kimberly, qui avait alors 53 ans, a été reconnue coupable de toutes les accusations, y compris des agressions contre des policiers en prison, plusieurs infractions liées à une fausse identité, le vol de la voiture de Jolene et le meurtre au premier degré. Le jour de l'énoncé de la sentence, elle a dit qu'elle ne voulait pas être présente et qu'elle préférait partir. Kimberly a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après le procès, la mère de Jolene, Ann Johnson, a parlé à la presse. Ça a été 3 longues années. 3 ans, 7 mois et 9 jours. Depuis que Jolene nous a été enlevée. Aujourd'hui, nous louons Dieu. Nous le louons parce que nous avons un verdict. Cela ressemble à une conclusion, mais ma fille n'a toujours pas été retrouvée. J'ai un message pour Kimberly Kessler. D'une mère à une autre mère. Je crois que tu souffres de ne pas pouvoir voir ton fils. Mais si tu as encore de l'amour dans ton cœur, dis-nous où se trouvent les restes de ma fille. Où est ma fille ? Donne-nous la possibilité de faire notre deuil. Je t'en supplie de mère à mère. Ce fait qu'Anne s'adresse de mère à mère, c'est parce que, pendant les 3 années précédant les audiences du procès, on a découvert que Kimberly avait un fils. Elle affirme encore aujourd'hui ne rien savoir sur Jolene et se déclare innocente. Kimberly a été condamnée. Mais malheureusement, l'affaire laisse beaucoup de questions sans réponse. Quelle serait la véritable raison pour laquelle elle avait autant de pseudonymes ? Avec la cruauté et les attitudes froides qu'elle a manifestées, est-ce que Jolene a vraiment été sa première victime ? Ce que nous savons, c'est que la justice a été rendue d'une manière ou d'une autre. Mais la question qui est certainement la priorité pour sa famille est « Où est Jolene ?» Ses restes mortels n'ont jamais été retrouvés.